suffit. Si nous n'étions pas doués de raison, toute négociation serait impossible. Mais si nous n'étions que raison, aucune négociation ne serait nécessaire. Car la raison est la même en tous, elle est universelle, et d'ailleurs indifférente à quelque enjeu que ce soit, elle est neutre. Si elle régnait seule, il n'y aurait pas de conflit, ni donc de négociation. Il n'y aurait que des argumentations, voire des démonstrations. On ne négocie pas en mathématiques ni dans les sciences, qu'elles soient exactes ou pas. Combien font 2 plus 2 ? Quel jour a-t-on pris la Bastille ? Quelles sont les causes de la Révolution française ? Cela ne se négocie pas. Même les vérités qu'on ignore, qui sont innombrables, échappent au champ du négociable. Napoléon fut-il assassiné ? Y a-t-il des êtres vivants en dehors du système solaire ? Dieu existe-t-il ? Cela peut relever d'une discussion, d'une argumentation, d'une croyance ou d'une incroyance, pas d'une négociation. Pourquoi ? Parce que cela ne dépend pas de nous. Il dépend de nous, tout au plus, d'y croire ou non. Il n'y a donc rien là à négocier. Cela dit quelque chose d'important sur l'objet de ce livre. On ne négocie que sur ce qui dépend de soi et de ses partenaires. La négociation suppose la raison, qui est commune à tous, mais oppose des volontés toujours particulières. C'est pourquoi je disais que toute négociation implique une certaine conception de l'homme comme être raisonnable, tout en interdisant de s'en contenter. C'est parce que la raison est présente que la négociation est possible. C'est parce que la raison ne suffit pas que la négociation est nécessaire. La raison est condition nécessaire, mais non suffisante, de la négociation. Il faut donc qu'il y ait autre chose. Quoi ? Des désirs, des intérêts, des passions, des volontés. L'homme est un animal raisonnable, disait le très raisonnable Aristote. Mais c'est le désir, ajoutait-il, non la raison, qui est l'unique force motrice. C'est pourquoi nous sommes aussi des animaux politiques, voués par là au conflit lorsque nos désirs divergent, donc aussi, lorsque les règles établies ne suffisent pas, à la violence ou à la négociation. Même tension chez Spinoza, peut-être le plus rationaliste de tous les philosophes, qui n'en constate pas moins que c'est le désir, non la raison, qui est l'essence même de l'homme. Or, nos désirs, sauf exception, nous opposent. Parfois parce que nous désirons des choses différentes, plus souvent parce que nous désirons les mêmes, que nous ne pouvons posséder tous. Considérons par exemple le conflit israélo-palestinien. Les deux parties s'opposent parce qu'elles ne désirent pas les mêmes choses. Beaucoup de Palestiniens souhaitent le retour aux frontières de 1967, voire la disparition de l'État d'Israël, que les Israéliens refusent. Mais aussi, et peut-être plus fondamentalement, parce qu'elles désirent les mêmes. La même terre, la sécurité, la souveraineté, la liberté. Point d'autre issue entre eux, que la guerre ou la négociation. Lucidité de Hobbes. Si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis. Et dans leur poursuite de cette fin, qui est principalement leur propre conservation mais parfois seulement leur agrément, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. De là, dans l'état de nature, la guerre de chacun contre chacun. De là aussi, dans nos démocraties, les conflits, par exemple politiques ou sociaux, et les négociations. C'est le point essentiel. Si le désir est l'essence même de l'homme, le conflit est l'essence même de la société. Cela explique que la négociation, toujours, reste nécessaire pour éviter la violence, la guerre civile, ou simplement un blocage ou un enlisement mortifère. Négocier, ce n'est pas sortir des rapports de force, c'est les exprimer autrement et à moindre frais. Lucidité de Thucydide dans les guerres du Péloponnèse à propos d'une négociation, en l'occurrence ratée, entre Athènes et la petite cité de Mélos. Toujours et partout, par une nécessité de nature, tout être tend à affirmer au maximum sa puissance. C'est la logique de la guerre. C'est la logique aussi bien, ou plutôt mieux, à moindre mot, de la politique, de l'économie ou des conflits sociaux. C'est la logique de la négociation. La paix n'est jamais donnée d'abord ni définitivement. Il faut la faire, et toujours la refaire.
Si le conflit est l'essence même de la société, la négociation est la condition de toute paix librement consentie, donc de toute paix véritable. Si le consentement fait défaut, ou s'il ne résulte que de la peur ou de l'apathie, ce n'est plus paix, mais servitude, plus concorde, mais barbarie. Il ne s'agit pas d'abolir les conflits, ce que nul ne peut, mais de les gérer de façon non violente. La négociation n'est pas l'éradication des rapports de force, c'est leur gestion pacifique et raisonnable. On peut dire la même chose de la démocratie, avec toutefois cette différence. En démocratie, on n'a pas toujours besoin de se mettre d'accord. Il suffit bien souvent de voter, donc de donner la victoire aux plus nombreux. Le besoin de négociation n'en subsiste pas moins. Le gouvernement, une fois les élections gagnées, s'en rendra vite compte. Pour se faire élire, il suffit d'être un homme politique. Pour gouverner, il faut être un homme d'État, ce qui ne va pas sans autorité, certes, mais point non plus sans écoute, sans accommodement, sans compromis. Gouverner, ce n'est pas seulement prévoir ni vouloir, c'est aussi rassembler, donc négocier. Il ne suffit pas de gagner les élections, ni même de tenir ses promesses lorsqu'elles étaient raisonnables. Il faut aussi faire pacifiquement coexister, voire converger lorsque c'est possible, cette multitude d'intérêts d'abord contradictoires, sans lesquels l'intérêt général n'est qu'une abstraction. Voilà ce que tout négociateur doit comprendre et accepter, que le conflit est normal, naturel, y compris dans la culture, nécessaire, qu'il n'est pas l'exception, mais la règle. Quand on n'est pas d'accord dans une négociation, ce n'est pas que l'autre soit idiot ou pervers, même s'il peut arriver qu'il le soit. C'est qu'il n'a pas les mêmes intérêts ou les mêmes désirs que nous. Une négociation n'oppose pas les bons et les méchants. Elle oppose des intérêts d'abord divergents qu'il faut pourtant faire coexister ou converger. Elle suppose le désaccord, mais aussi qu'on ne s'y résigne pas, qu'on cherche ensemble une décision commune qui puisse satisfaire, au moins partiellement, l'ensemble des parties prenantes. Du compromis à la solidarité. Comment faire ? Accepter que nos désirs nous opposent et en appeler à la raison qui nous unit. Il s'agit de mettre l'universalité de la raison au service de la particularité, toujours conflictuelle, de nos désirs. Il y a négociation que parce que les intérêts des différentes parties ne concordent pas. Il faut donc essayer de les concilier, compromis, voire de les faire converger, solidarité, pour que chacun y trouve son compte dans la mesure du possible et des rapports de force. Qu'est-ce qu'un compromis ? Un accord obtenu par concession mutuelle. C'est couper la poire en deux, comme on dit, ce qui ne garantit nullement qu'on la coupe par son milieu, ni donc que les deux morceaux en soient égaux. Cela dépend du rapport des forces plus que de la justice. Encore moins que les parties en présence soient intégralement satisfaites, puisque aucune n'a obtenu tout ce qu'elle désirait, mais qui vaut mieux, presque toujours, que la violence ou même qu'un procès ou une grève illimitée. Mieux vaut un mauvais compromis qu'un bon procès, dit-on parfois. Je ne sais si c'est toujours vrai. Mais mieux vaut assurément un bon compromis qu'une mauvaise grève ou querelle. Qu'est-ce que la solidarité ? Une convergence d'intérêts, par différence avec la générosité qui est désintéressée. Par exemple, quand je vais acheter ma baguette de pain chez ma boulangère, elle me la vend par intérêt. Je la lui achète par intérêt. Mais nous avons l'un et l'autre intérêt, quoique pour des raisons différentes, à ce que la baguette ait le meilleur rapport qualité-prix possible. Solidarité marchande, chacun n'y agit que par intérêt, mais il n'y a achat et vente que parce que ces intérêts convergent davantage qu'ils ne s'opposent. C'est ce que Montesquieu appelait le doux commerce, qu'il opposait légitimement à la guerre. La solidarité ainsi définie n'est pas le contraire de l'égoïsme, elle est sa régulation socialement efficace. Il s'agit d'être égoïstes ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. C'est souvent plus difficile dans le monde du travail que dans la sphère marchande. Le commerçant et son client ne désirent pas la même chose. Quand je vais chez ma boulangère, ce que je désire, c'est du pain. Ce qu'elle désire, c'est de l'argent. Il nous sera donc assez facile de trouver un terrain d'entente, échanger une baguette contre 1 euro. Le conflit demeure virtuellement, elle préférerait vendre plus cher, je préférerais acheter moins cher, mais le fonctionnement du marché dans une économie concurrentielle suffit à réguler ce conflit, voire à le faire en pratique quasiment disparaître. Lequel d'entre nous, chez le boulanger, négocierait le prix du pain ?